Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans ce 20h. Fin hier mercredi à Conakry de la première édition de la revue annuelle des établissements publics administratifs de Guinée. Les échanges ont permis, selon les participants, de donner une nouvelle impulsion à la gouvernance des établissements publics. La démarche s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en faveur, je vais dire, de la promotion de la transparence financière et de l'amélioration des finances publiques. Mariama Bailoli. C'est pour relever le défi de l'efficacité des services publics que le ministère du Budget, avec le soutien de l'ensemble du gouvernement, a organisé cette revue annuelle des établissements publics administratifs. Au cours de ces 3 journées, ces acteurs socio-économiques de notre pays ont passé en revue le cadre institutionnel des états financiers et les activités des établissements publics administratifs au titre de l'année écoulée. À l'issue donc de ces travaux de réflexion, des recommandations ont été formulées par les EPA eux-mêmes. Il s'agit entre autres, de l'institutionnalisation de la journée des EPA, de l'organisation d'un atelier d'élaboration d'un code de bonne conduite et d'une charte des EPA, de l'élaboration d'un plan stratégique triennal des EPA 2018-2020, le paiement des cotisations internationales pour les EPA affiliés aux organisations internationales, la prise en compte de la partie investissement des subventions au niveau des EPA, l'augmentation de l'allocation des ressources financières au niveau des EPA. Le ministre du Budget, quant à lui, se réjouit des avancées enregistrées avant de préciser que la participation des EPA à ce nouvel exercice n'est pas une option désormais, mais une obligation. En dépit de ces performances enregistrées, nous nous gardons de toute autosatisfaction, car le plus difficile est devant nous. Il s'agit de la mise en œuvre des recommandations issues de ces rencontres. C'est pourquoi je suggère que le comité technique poursuive sa mission en partenariat avec les EPA pour élaborer très rapidement un plan d'action avec des indicateurs de suivi précis pour que d'ici la prochaine revue, les EPA ici présents disposent de l'ensemble des organes de gestion requis. Le mécanisme de financement des EPA soit plus fluide et tienne compte des spécificités. Les EPA disposent de canevas standardisés pour produire leur rapport financier. Tous les cadres dirigeants des EPA connaissent et maîtrisent les lois et textes qui encadrent l'élaboration et l'exécution du budget. La seconde édition de la revue annuelle des EPA est prévue l'année prochaine, nous rassurent les organisateurs. Pour les non-respectueux des obligations, le Premier ministre chef du gouvernement instruit le ministère du Budget de sanctionner. On écoute Mamadou Yula au micro de Mariam Bailoli. Et le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger veillera à ce que chaque établissement rende compte. Conformément aux dispositions en vigueur, ils seront renforcés par les recommandations précises. En cas de manquement à ces obligations, le gouvernement, à travers le ministère du Budget, prendra les dispositions qui s'imposent. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais ici, à l'occasion de cette cérémonie de clôture, exprimer ma plus grande satisfaction pour des avancées significatives enregistrées au terme de cette première revue annuelle des établissements publics à caractère administratif de l'État. L'alphabétisation dans un monde numérique, c'est sous ce thème que la journée mondiale de l'alphabétisation a été célébrée ce jeudi à travers le monde. Une célébration qui coïncide cette année en Guinée avec l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Une occasion pour les responsables du système éducatif guinéen d'annoncer la réalisation davantage de centres d'éducation à travers le pays. On écoute le ministre Ibrahima Khalil Konaté. Il est évident à ce jour que l'alphabétisation universelle est loin d'être atteinte, bien que des efforts louables soient consentis à cet effet. Plus de 750 millions d'adultes dans le monde, dont 2 tiers constitués de femmes, et 115 millions de jeunes ne possèdent pas de compétences de base en matière d'alphabétisation. Aussi,
plus de 250 millions d'enfants en âge d'être scolarisés ne sont pas allés à l'école. En République de Guinée, 65% de nos concitoyens ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. Cela a une incidence négative sur le développement de notre pays. Pendant ce temps, de nouveaux défis surgissent dans notre monde de plus en plus tournés vers le numérique et l'information. L'occasion est opportune pour engager des réflexions en vue d'approfondir la compréhension du type de compétences en alphabétisation dont les gens ont besoin pour naviguer dans un monde numérique et ce que cela signifie pour l'alphabétisation et l'apprentissage. De partager et d'analyser les pratiques prometteuses en matière de politique, de programme, de suivi et d'évaluation, ainsi que de financement encourageant l'alphabétisation dans un monde numérique. D'explorer comment les technologies numériques peuvent soutenir des progrès vers l'objectif 4, le développement durable, en particulier l'objectif 4,6 et l'objectif 4,6 sur l'alphabétisation des jeunes et des adultes. Ce partenariat, axé sur l'amélioration du processus d'alphabétisation dans notre pays, a notamment pour objet la mise en œuvre d'un nouveau projet conçu pour mettre à profit les ressources et solutions novatrices fondées sur les techniques de l'information et de la communication. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée à un moment où notre pays assume avec beaucoup de fierté l'événement Conakry, capitale mondiale de l'île, qui, je n'en doute pas, impulsera le développement d'un environnement lettré à travers des bibliothèques villageoises, véritable espace privilégié de pérennisation des acquis des néo-alphabètes. Les députés de la majorité présidentielle ont favorablement voté ce jeudi le chronogramme de la session extraordinaire relative à la loi de finances rectificative 2017. Si les libéraux démocrates se sont opposés, l'Alliance républicaine, elle, s'est tout simplement abstenue de voter. Les explications avec Oumar Sow. C'est dans un débat d'idées que les députés réunis en plénière ont donné leur avis sur le chronogramme qui devrait être adopté. Un débat de succession sur la tribune qui a finalement pris une autre tournure. La pomme de discorde des députés portait sur un certain nombre de points inclus dans le calendrier qui définit le déroulement de la session. On ne peut pas, en tant que parlementaire, engager le pays dans des situations comme ça. Nous avons voulu apporter un amendement à ce chronogramme et demander au président de l'Assemblée nationale de retirer purement et simplement ces avenants concernant Djandjan et SPK pour nous permettre de les examiner au mois d'octobre. Parce que d'ici le mois d'octobre, c'est presque moins d'un mois. Mais malheureusement, nous avons un président de l'Assemblée nationale qui est ce qu'il est. Le représentant du groupe parlementaire de l'Alliance républicaine, lui, a simplement demandé à ses collègues députés de s'abstenir d'un quelconque vote autour de l'adoption du dit chronogramme. Une abstention que l'honorable Dr Christian Sinata Touré explique par le non-respect de la procédure conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour le président de la commission finances, lorsque le Parlement est saisi par le président de la République en procédure d'urgence, celui-ci ne doit y opposer aucun refus d'examen des questions, d'où l'appel de l'honorable Michel Kamano à un vote favorable. On peut, en observant les questions, faire des remarques, faire des observations pour dire nous ne sommes pas d'accord avec telle ou telle disposition. Mais refuser d'adopter un examen, d'examiner un document envoyé par le président de la République en procédure d'urgence, c'est illégal. Et nous ne comprenons pas que ce soit des députés qui s'inscrivent dans cette logique d'illégalité. Sur les 73 députés présents, 40 ont voté pour, 25 ont voté contre et 6 se sont abstenus, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, honorable Claude Kory Kondiano. L'accord de financement de 20 milliards de dollars américains continue de polariser les débats. Interrogé pour la lecture qu'il en fait, le chef de file de l'opposition dit s'abstenir de tout commentaire en attendant d'accéder au contenu de l'accord. Celui d'Alain Diallo est au micro de Sa'alou Yambouno. Je n'ai pas d'élément de réponse, dans la mesure où je n'ai pas encore le document signé. On a dit que la Chine va octroyer
20 milliards de dollars pendant 20 ans à la Guinée. Je ne sais pas quelle est la nature du document suivi. Est-ce que c'est une convention de financement? Est-ce que c'est un accord cadre? Est-ce que c'est un protocole d'accord? Parce que chacun de ces documents a une valeur. D'une part. D'autre part, je ne sais pas quelle est la contrepartie. Est-ce que c'est des prêts? Est-ce que c'est des achats de matières premières? Parce qu'on a parlé d'infrastructures contre la matière première. Il faut qu'on ait des éléments pour apprécier. À ce stade, on n'a pas d'éléments nous permettant de nous prononcer sur ça. Ce qu'on sait, c'est qu'on a beaucoup de mines. Nous détenons 27% des réserves mondiales, je précise 27%, et dont la moitié a une teneur de plus de 50%, ce qui est exceptionnel, en aluminium. C'est extrêmement important d'être vigilant, attentif, de lire les documents, de savoir qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit et dans quelle forme. À ce stade, moi je ne peux pas faire de commentaires. À partir du 20 septembre prochain, l'opposition républicaine annonce de renouer avec les manifestations de rue à Conakry. C'est une décision qui est sortie de la plénière de ce mercredi 6 septembre 2017. Le compte-rendu de la rencontre précise aussi que ces manifestations pourraient être hebdomadaires et s'étendre sur l'intérieur du pays jusqu'à la satisfaction de leurs revendications qui sont d'ailleurs traditionnelles. Ça, Aliyambuno, explication. Une nouvelle colère des leaders de l'opposition républicaine pour des raisons qui ne changent pas. Cellou Dalein Diallo et ses pairs veulent encore exiger, entre autres, le respect des accords du 12 octobre 2016, la tenue des élections communales et réclamer l'accès des leaders de l'opposition aux médias d'État. Et pour y arriver, l'opposition républicaine ne change pas de stratégie. Elle envisage pour une énième fois se faire entendre à travers les rues. La première manifestation qui aura lieu le 20 septembre 2017 débutera au dire du porte-parole de cette opposition à Couza et finira au stade du 28 septembre. D'autres sont prévus sur l'autoroute Fidel Castro. Cellou Dalein Diallo et ses pairs comptent organiser ces manifestations de façon hebdomadaire. Les mercredis de chaque semaine sont prévus pour battre le pavé. Les dates retenues coïncident toutes à un jour ouvrable. Les autorités n'useront-elles pas de la même stratégie pour empêcher ces mouvements, surtout pour celles qui auront lieu sur l'autoroute Fidel Castro? Une même interrogation qui revient toujours. Même en prison, l'on a aussi des droits qui méritent d'être respectés et défendus. C'est le créneau de l'ONG humanitaire Prisonniers sans frontières. Les membres étaient ce jeudi invités de l'émission La Tribune de l'actualité, plus sur Chéri FM TV, et sont largement revenus sur les acquis et perspectives de la dite structure. Diao Bachir pour le décryptage. Prisonniers sans frontières est une ONG internationale française basée dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle agit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Active depuis 2005 à l'intérieur du pays, ce n'est qu'en fin 2016 qu'elle s'est établie dans la zone spéciale de Conakry, précisément à la prison centrale. Adja Issa Diallo, membre, se réjouit déjà des actes posés dans ce milieu carcéral. Dans Prisonniers sans frontières en France, chaque pays a 2 représentants. Qui est en Guinée, c'est Alain et Bernard. Oui, Alain et Bernard, quand ils sont venus, ils ont apporté des livres, ils ont apporté des habits qu'on est parti même distribuer. Et quand le club Rotary de Camayen aussi, qui sont des partenaires à nous, nous ont offert 40 cartons de savon et 80 seaux et 80 gobelets qu'on a aussi partagés entre les prisonniers. Dans la réalisation des projets en perspective figure l'aménagement des domaines agricoles pour la culture maraîchère en faveur des prisonniers. On a choisi des semences selon le calendrier agricole. Ça va non seulement aller, on va vendre les produits, le produit fini, et on va mettre de côté pour la réinsertion des prisonniers. Et il y a un pourcentage qui est là pour les prisonniers, par exemple, ils n'ont pas maintenant besoin d'aller à l'extérieur pour acheter des condiments. C'est juste dans le jardin, il peut aller cueillir parce qu'on a prévu 2 endroits même pour ça. Selon la présidente de la commission Action sociale, la réalisation d'un autre projet leur tient à cœur. Il s'agit de l'organisation prochaine d'une conférence nationale sur la prévention de la torture et de la détention illégale qui débute à partir du 16 du mois en cours. Beaucoup d'acteurs de défense des droits de l'homme, il y a beaucoup qui sont impliqués. Par exemple, le ministère de la Justice, le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Citoyenneté, l'INDH. Donc le 16, ça sera juste pour le
lancement. Et donc, chaque mois, on verra une date qui conviendra au ministère. Maintenant, il va venir avec son thème de référence. Il va exposer quelles sont les solutions qu'il va apporter pour vraiment éradiquer la torture et la détention illégale. La structure internationale Prisonniers sans frontières a reçu cette année le premier prix de l'Afrique du projet Justice Makers. L'hypothèse d'un monument commun pour les victimes guinéennes de 1958 à nos jours est actuellement en débat à la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme en Guinée. C'est une idée d'un documentariste français, Thomas Bauer, qui a réuni ce jeudi des membres de certaines associations de victimes à la Maison de la Presse à Koleya. La rencontre avait pour objectif de répertorier les propositions de monuments représentatifs. Bontourabi Keita. Des fois, ils ont été détenus, de ne pas me ni la journée ni la nuit. Pourquoi? Parce que je rêve que ça passe dans le stade. Ce sont différentes histoires que chaque membre d'association de victimes garde au fond de lui. Des contenus parfois tragiques ou pitoyables. Depuis après l'événement du 28 septembre jusqu'à nos jours, là où je suis là comme ça, c'est-à-dire je n'ai pas le cœur, je n'ai pas le courage de pénétrer dans le stade là-bas, de foutre mon pied là-bas, plus forte raison, l'esplanade, parce que même de passage, dès que je vois la partie là, mon cœur bat, parce que moi je sais ce qui m'est arrivé là-bas. Je me réserve de dire en tant que femme, avec l'âge que j'ai comme ça là, mais moi je sais avec Dieu. Le 28 septembre 2009, j'ai perdu mon papa et son corps a été jeté dans des fosses communes depuis le 28 septembre, dont nous n'avons pas retrouvé son corps. C'est donc autour de cette situation que l'idée de réaliser un monument commun est née. Une hypothèse diversement appréciée par des victimes. Et quand certaines victimes proposent la nature du monument, d'autres par contre réclament avant tout la justice. Nous avons dit d'abord au niveau du Camboiro. Nous avions demandé la reconstruction de la zone carcérale pour permettre aux gens de voir exactement ce qui s'y passait, de mettre le doigt sur la façon dont les gens vivaient à l'intérieur et comment les tortures étaient préparées. Une femme nue, parce que moi c'est ce que je vais dire, une femme nue, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, voilà. Le procès d'abord le 28 septembre pour citer les responsabilités. Parce que c'est des gens qui ont été tués au stade du 28 septembre, qui ont reçu beaucoup de balles sur leur corps, beaucoup de cicatrices. À la question de savoir si la réalisation de ce monument commun peut contribuer à l'allègement de leurs souffrances, les victimes restent partagées. En interactualité en France d'outre-mer, ce sont des scènes de désolation après le passage de l'ouragan Irma catégorie 5 sur les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le bilan très provisoire fait état de 8 morts, 23 blessés et des dégâts matériels importants. Avant l'arrivée prochaine d'Emmanuel Macron sur place, déjà la ministre des Outre-mer, Annick Giraldin, est arrivée ce jeudi en Guadeloupe. Une base logistique a été mise sur pied pour centraliser les moyens de secours venant de la métropole et de Guyane qui seront donc acheminés sur les terrains sinistrés. Suivez. Des pompiers spécialisés et du matériel pour secourir les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Depuis quelques heures, il est arrivé à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe dans le même avion que la ministre de l'Outre-mer. Je suis arrivée aussi avec une équipe d'une 120 hommes supplémentaires, Croix-Rouge, pompiers, sécurité civile. Principale difficulté, acheminer le matériel sur les 2 îles à 1 heure de vol de la Guadeloupe. Car voici l'aéroport international de Saint-Martin après le passage de l'ouragan. Les bâtiments sont en partie détruits, les pistes inutilisables. Un autre aéroport plus au nord et moins touché, les atterrissages y seraient possibles. Il devrait servir de base auprès des 200 secouristes arrivés de métropole et de Guyane. Leur priorité, rétablir l'électricité dans les îles. Pour l'heure, les 2 centrales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont à l'arrêt, très endommagées. La priorité pour nous, c'est de remettre l'électricité, d'apporter des groupes électrogènes. Grâce à ces groupes, on pourra peut-être remettre aussi en route
l'usine de désalinisation qui fournit l'eau potable aux habitants des îles. Le port aussi devrait servir à acheminer des secours, mais pour le moment, il est impraticable. L'urgence pour l'heure, c'est le ravitaillement de la population. 100 000 rations de combat et de l'eau sont prévues, de quoi tenir 4 jours. L'ouragan est également passé à 80 km au nord du territoire américain. À Porto Rico, l'électricité a été coupée dans la nuit dans la moitié des habitations et des entreprises. L'ouragan a ensuite pris la direction de Cuba et de la Floride où il pourrait arriver samedi ou dimanche. Sur place, les habitants se préparent évidemment dans l'inquiétude. Suivez. Dans cette ville de Porto Rico, les rafales de vent et les pluies provoquées par l'ouragan Irma ont poussé les habitants à rester confinés chez eux. L'œil du cyclone de catégorie 5 a frôlé l'île dans sa trajectoire, laissant plus de la moitié de la population sans électricité. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré et l'entraide s'organise. Les familles les plus démunies ont trouvé refuge dans des abris d'urgence comme celui-ci. Je ne fais que prier Dieu pour lui demander de dévier sa trajectoire. L'ouragan Irma poursuit sa route. Il va aussi balayer dès ce jeudi les côtes de la République dominicaine, d'Haïti et de Cuba, avant de s'abattre en fin de semaine sur le sud-est des États-Unis. En Floride, où l'ouragan est qualifié de potentiellement catastrophique, les autorités ont décrété l'état d'urgence. Quelques 25 000 personnes ont déjà évacué l'archipel des Keys. L'ouragan va être très violent, alors je préfère partir pendant qu'il est encore possible de le faire. Sinon on va rester coincé ici sans provision. J'ai toute ma famille avec moi. Nous partons en Géorgie. Je suis vraiment inquiète parce qu'on ne sait pas dans quel sens il va aller. J'espère qu'il ne va pas nous suivre si on part. L'ouragan Irma arrive seulement 2 semaines après Harvey. La tempête qui a frappé le Texas et la Louisiane a causé des dégâts estimés à plus de 150 milliards de dollars. Autre territoire très inquiet par le passage prochain de l'ouragan, la République dominicaine et Haïti, pays plus pauvres d'Amérique latine, encore traumatisés par le passage l'an dernier de l'ouragan Matthew qui avait fait des centaines de morts. Haïti n'est théoriquement pas sur la trajectoire d'Irma, mais les fortes pluies et les rafales de vent qui sont tout de même prévues pourraient faire des dégâts dans un pays où de nombreuses habitations sont extrêmement fragiles. Suivez. Dans ce bidonville de Cap-Haïtien, on se prépare comme on peut à l'ouragan Irma. Cet homme répare son toit. Un peu plus loin, son voisin fait de même. Tout le pays est en alerte rouge. La côte nord pourrait faire face à des vents de plus de 200 km/h. La population, et non seulement la population, les ONG, l'État haïtien, la cellule de coordination sont maintenant lancées. Par exemple, pour Caire, les staffs sont prépositionnés dans les zones où on pense que ça va frapper le plus fort, c'est-à-dire dans le nord et dans l'Artibonite. Donc oui, on est en train de se préparer. À Haïti comme en République dominicaine, les écoles et les commerces resteront fermés. Ce supermarché a été pris d'assaut ce mercredi. Les rayons sont vides. Chacun prend tout ce qu'il peut pour faire des réserves. Ici, des touristes ont été évacués et un couvre-feu décrété par les autorités alors que des pluies diluviennes sont attendues sur l'île. Et pour terminer, le pape François est en visite en Colombie. Il doit rencontrer le président et prix Nobel de la paix, Juan Manuel Santos, avant une rencontre avec la jeunesse sur la place Bolivar de Bogota et surtout une grande messe dans le plus grand parc de la capitale. 665 personnes doivent entendre le message de paix et de réconciliation du pape dans un pays encore meurtri par la guerre entre le gouvernement et les FARC. Suivez. Tapis rouge et danse traditionnelle en signe de bienvenue. Dès le tarmac de l'aéroport militaire de Bogota, le pape François est accueilli par le président Juan Manuel Santos. Le souverain pontife entame une visite de 5 jours dans le pays. Après un bref séjour dans la capitale colombienne, il se rendra ensuite dans 3 villes différentes, toutes symboliques. D'abord Medellín, où il rencontrera des victimes de la guerre civile colombienne. Puis Villavicencio, à 70 km de la capitale. C'est une ville marquée par la violence guérillera et paramilitaire. Le souverain pontife y présidera une messe pour la réconciliation, moment phare de son voyage. Dernière étape de sa visite, Carthagène, d'où il repartira pour Rome. Le pape a annoncé qu'il était porteur d'un message de paix et de réconciliation. Il est l'un des promoteurs du processus de paix colombien depuis son élection en 2013.
Le Vatican a été ces 4 dernières années au cœur des pourparlers entre le gouvernement et les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Des pourparlers qui ont finalement abouti à l'accord historique de novembre dernier. Plus récemment, la perspective de sa visite aurait accéléré la médiation pour obtenir des avancées avec l'ELN, l'armée de libération nationale, le deuxième groupe rebelle du pays. Un cessez-le-feu temporaire a été obtenu lundi. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout au compte de cette édition. Vous pouvez nous retrouver sur www.tamtamguinée.com pour continuer à regarder cette édition. Au revoir.